Bonjour à tous, je m'appelle Kenza Ibnatia et je suis chef de produit intelligence artificielle pour Microsoft France. Aujourd'hui, je vous propose un webinaire autour du sujet IA et cas d'usage dans le cadre d'Explore IA, le rendez-vous 100% digital organisé par le collectif Impact AI. Alors, qui n'était pas là lors du premier webinaire hier, Impact AI est une association de loi 1901. C'est un collectif de réflexion et d'action autour de l'IA qui rassemble 70 organisations de toutes industries pour œuvrer dans le but d'une IA éthique et à impact sociétal positif. Et donc du 25 mai au 5 juin, ce collectif propose au grand public Explore IA, 2 semaines dédiées à l'intelligence artificielle, englobant tous les événements, les contenus et les moments digitaux que chaque membre du collectif organise. Et c'est dans ce cadre que Microsoft, en tant que membre fondateur du collectif, vous propose d'explorer l'AI Business School en une semaine. Alors aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'outils nous permettant d'être plus agiles, plus efficaces, notamment pour faire face à des crises comme celle qu'on vit actuellement. Et l'IA, en ce sens, peut vraiment jouer un rôle décisif. Alors la Microsoft AI Business School, c'est une formation en ligne, c'est à la base un MOOC qui est gratuit à destination des dirigeants d'entreprises et de leurs équipes de management. Parce que l'IA n'est pas uniquement le sujet des data scientists et des profils techniques, elle est le sujet de tous, et il est aujourd'hui plus que jamais critique que nous nous en emparions, notamment les profils décideurs métiers à qui on s'adresse aujourd'hui plus spécifiquement. Donc à l'occasion d'Explore IA, on décline l'AI Business School en 5 épisodes quotidiens afin de vous donner quelques clés d'utilisation de l'IA. Donc des cas d'usage rapidement actionnables à l'intégration de l'IA à toute votre stratégie d'entreprise. Cette semaine doit vraiment vous donner les clés, les bases de l'IA et vous permettre d'entrevoir un peu plus clairement comment est-ce que vous pouvez concrètement utiliser l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on aborde l'épisode numéro 2 de la semaine, AI Business School, et on traitera un des piliers de la formation, c'est-à-dire IA et cas d'usage. Les autres piliers, pour information, seront traités les autres jours de la semaine, donc on reviendra là-dessus en fin de webinaire. C'est parti du coup pour ce second webinaire IA et scénario d'usage. Alors, c'est très difficile en 30 minutes de brosser toutes les possibilités d'utilisation de l'IA. C'est impossible, on est d'accord. Donc, on va partir du principe qu'il y aura un petit peu de frustration, c'est sûr, à la fin des 30 minutes. Mais l'idée, c'est vraiment de vous donner un maximum de cas d'usage, de vous projeter dans des cas d'usage qui sont dans différentes industries pour vous aider à ouvrir vos chakras, pour vous aider à mieux vous projeter dans votre propre utilisation de l'IA. Donc, pour ce faire, j'ai pris le parti de prendre 4 grands scénarios d'IA, 4 grandes catégories comme prisme en fait, d'investigation pendant ce webinaire. Donc, j'ai pris un prisme aussi un peu technologique, c'est comme ça que j'ai catégorisé mes grands scénarios d'IA. Donc, on va commencer par l'analyse prédictive. On parlera ensuite de reconnaissance visuelle, computer vision, puis de knowledge mining ou extraction de connaissances. Et enfin, la partie conversationnelle, qui est probablement la partie que vous connaissez le plus, vu qu'on y aborde en général tout ce qui est chatbot, voicebot, assistants digitaux plus ou moins intelligents. Alors, allons-y. On commence par l'analyse prédictive. Alors, l'analyse prédictive, je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est, notamment ceux qui ont participé au webinaire d'hier sur comprendre l'IA. Mais l'idée, effectivement, est de prédire, on va dire, la prochaine étape, le prochain événement. What's gonna happen next? Et donc, aujourd'hui, l'analyse prédictive, pour moi, en tout cas, c'est un des types de scénarios d'usage de l'IA qui est des plus intéressants parce qu'il est transverse. C'est-à-dire qu'on va le retrouver dans différentes industries, dans différents métiers. On peut quasiment l'appliquer à tous les métiers et industries. À titre d'exemple, on va le retrouver par exemple dans la finance, dans le pilotage de la performance. L'analyse prédictive, ça va être le socle de notre capacité à avoir un forecast précis de notre revenu, à anticiper de manière précise les coûts de notre entreprise. On peut aussi l'utiliser dans la grande distribution pour anticiper l'offre et la demande de manière à gérer et à optimiser notre gestion des stocks de manière très précise. Dans l'univers un peu plus manufacturier, la maintenance prédictive se base sur l'analyse prédictive. C'est un des scénarios d'usage les plus répandus, un des plus, entre guillemets, anciens.
Et aujourd'hui, c'est un de ceux qu'on voit le plus de manière industrialisée en entreprise. Et en fait, ça consiste en quoi? Ça consiste à anticiper, à prédire plutôt, à prédire la prochaine panne de manière à anticiper sur les besoins de maintenance et à dépêcher une équipe de maintenance sur place avant même l'arrêt de la machine. Parce que bon, dans le cas de certaines machines, dans le cas de certaines industries, un arrêt, c'est des milliers d'euros de pertes. On est d'accord. Et enfin, dans la partie retail, on va retrouver l'analyse prédictive au service de l'expérience client. Parce que c'est vrai que bien connaître son client de manière à prédire ses besoins, c'est très important pour pouvoir lui pousser les bons services, les bons produits au bon moment sur le bon canal. Et ça s'inscrit dans une démarche qui est de plus en plus poussée, notamment au niveau du retail en ce moment, qui est de personnaliser l'expérience client, voire même d'hyper-personnaliser l'expérience client. Alors, pour vous donner un cas un peu concret, on va regarder l'exemple d'Arca Continental, qui est en fait un des distributeurs majeurs de Coca-Cola en Amérique latine. Donc, eux, ils ont utilisé l'analyse prédictive pour optimiser leurs revenus et leurs marges, ce qu'on sait être très critique dans la grande distribution. Alors, pour visualiser ça, je vais prendre un tableau de bord, qui est un tableau de bord qui utilise des données qui sont bien évidemment fausses, mais qui reprennent en fait les différentes étapes de la démarche d'Arca Continental. Alors cette démarche, elle a consisté d'abord dans un premier temps, on l'a vu hier dans le webinaire Comprendre l'IA, à capturer l'ensemble des données, donc les données notamment de vente. Donc sur les dernières années, ils ont repris toutes les données de vente des différents segments, différentes références, Coca-Cola, les jus, les eaux, les sodas, etc. Ensuite, sur cette base, ils ont construit un modèle de machine learning qui leur a permis, on va dire, de déterminer quels étaient les drivers, donc les facteurs de vente de toutes les références Coca-Cola. Et donc, en fait, ils ont listé tous les drivers possibles et également, donc, du coup, leur poids dans l'explication des ventes. Et ils sont arrivés à expliquer jusqu'à 89% des ventes avec cet ensemble de facteurs. Donc, on avait des facteurs internes, comme tout ce qui va être activité marketing, pricing, des facteurs externes, comme tout ce qui va être des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc, par exemple, on va dire l'environnement socio-économique, le climat, parce qu'on sait très bien que bon, s'il pleut, s'il fait chaud, on va être plus enclin à se prendre un bon soda bien frais que s'il pleut. Tout ce qui est aussi activité de la concurrence, ce qu'on ne peut pas vraiment anticiper. Et enfin, en troisième catégorie, des activités un peu plus nouvelles. Alors bon, c'était il y a quelques années, donc ils mettaient un peu en nouvelle catégorie les activités sur les réseaux sociaux, parce que bon, probablement qu'on n'était pas encore tout à fait mature sur ce sujet à ce moment-là. Mais donc du coup, voilà, ces trois catégories, aujourd'hui, de facteurs, ils expliquent 89% des ventes. La troisième étape a été de pondérer en fait chacun de ces facteurs sur les ventes, de pondérer leur impact sur les ventes d'un mois. Donc en fait, on a regardé sur les ventes d'un mois, chaque facteur, quel était son impact en positif et en négatif, pour justement bien visualiser les différents impacts qui pouvaient parfois s'annuler quand on regardait l'analyse grosse maille. Et ensuite, par rapport à ça, on a récupéré les variables, les facteurs, les leviers qui avaient le plus d'impact positif sur bien sûr une courte, une fenêtre de temps assez réduite, hein, parce qu'on veut que ces leviers soient rapidement actionnables. Donc c'est pour ça qu'on regarde l'impact sur une échelle d'un mois. Et des leviers sur lesquels on a la main. Donc typiquement, le temps, le climat, ça, on l'élimine. Donc en fait, on en a retiré trois variables qui sont l'engagement sur les réseaux sociaux, la publicité de la marque et l'écart de prix par rapport à la concurrence. Trois leviers sur lesquels on a la main de manière assez rapide et qui vont avoir un impact positif sur nos ventes. Et du coup, par rapport à ça, on est capable de prédire, grâce à l'algorithme machine learning, on est capable de prédire l'impact que va avoir chaque action prise sur ces différents leviers. L'impact sur les ventes, ça c'est sur les tableaux de droite, c'est le premier, et l'impact aussi sur la marge, clé dans la grande distribution.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable, donc on a modélisé ça au travers d'un tableau de bord pour que ça soit un vrai outil d'aide à la décision des directeurs commerciaux et marketing d'Arca Continental. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir, grâce à l'analyse prédictive, une granularité dans l'analyse, dans l'anticipation. Ça veut dire qu'on va, autant effectivement l'expérience peut nous faire dire que bien évidemment, si on joue sur l'impact sur le prix par rapport à la concurrence, on diminue notre prix, donc on va impacter nos ventes de manière positive. Alors bien, on peut même avoir certains chiffres en tête si on a vraiment une très forte expérience du sujet. Maintenant, être capable de dire que, par exemple, si je diminue mon prix de 10% par rapport à la concurrence, je vais avoir bien évidemment un certain impact sur mes ventes de manière incrémentale et je suis capable de chiffrer cet impact. Idem sur la partie marge, donc l'impact est positif. En revanche, si je diminue mon prix de 12% ou 15%, là, mon impact sur les ventes incrémentales est toujours positif. En revanche, d'un point de vue marge, c'est là où je bascule. Et c'est en fait, c'est là aussi l'intérêt de l'analyse prédictive, c'est cette granularité qui me permet de savoir au point de pourcentage près comment est-ce que je dois me positionner et de prédire du coup l'impact vraiment on va dire à l'euro, au dollar près sur mes ventes et sur ma marge. Et ce qui me permet du coup de prendre une décision en toute connaissance de cause et de manière la plus éclairée possible. Bien sûr, l'erreur peut arriver, mais on est un maximum éclairé. Et c'est ça vraiment l'intérêt, je pense, de la démarche d'Arca Continental, et c'est pourquoi je voulais vous la partager. On est aussi à un niveau de granularité tel qu'on arrive à comparer l'impact selon les différents types de références. Ensuite, grâce à la data visualisation au tableau de bord, on est capable de tester les différents scénarios d'un simple petit clic, et donc du coup de prendre notre décision en fonction et assez rapidement. Donc voilà pour Arca Continental. Je pense que c'est un très bon exemple de l'analyse prédictive et surtout comme support d'aide à la décision des métiers, des décideurs métiers d'une manière générale. On va passer au computer vision. Donc computer vision, donc toute la partie reconnaissance visuelle, reconnaissance d'image. Alors pour vous donner un peu les différents cas d'usage au niveau du computer vision, moi j'ai pris l'angle de regarder qu'est-ce qu'on peut détecter en fait dans une image concrètement. Alors déjà on peut détecter des documents. Ça, c'est le premier point. Donc, typiquement, un cas d'usage peut être la vérification de l'existence de certains documents dans un dossier au niveau administratif. Donc, typiquement, je suis soit une collectivité, soit une assurance, et je dois vérifier que dans le dossier uploadé, téléchargé par l'abonné, par l'utilisateur, par le client, il y a bien le permis de conduire et le certificat d'immatriculation. Ça, effectivement, le computer vision peut m'aider à automatiser cette partie du process et me faire gagner du temps d'un point de vue humain. Après, on peut détecter des personnes. Et c'est là aussi où ça devient intéressant. On peut, par exemple, authentifier des personnes automatiquement grâce à l'image. Donc, c'est par exemple ce qu'a fait Uber avec Microsoft, en intégrant directement à leur application chauffeur l'authentification par selfie infusée de computer vision. Donc, en fait, aujourd'hui, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, il y a l'authentification par identifiant mot de passe. C'est quelque chose qui n'est pas très sécurisé parce que le mot de passe peut se hacker, et puis aussi voilà, on peut aussi partager son mot de passe à des amis, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des personnes qui partagent une voiture sur un même compte Uber avec voilà, quelqu'un qui l'a conduit la journée, quelqu'un qui l'a conduit le soir. Ça peut arriver, et donc ça peut arriver qu'en tant que client, quand on commande on va dire une voiture Uber ou un autre VTC, on se retrouve avec on voit arriver un chauffeur qui ne correspond pas du tout à l'image que j'ai dans mon application. Donc, parce qu'ils ont tous leur profil dans l'application. Donc, il y a un petit malaise d'un point de vue expérience client, c'est pas forcément optimal. Donc, c'est pour ça qu'ils ont intégré la computer vision dans l'authentification de manière à automatiser une authentification par selfie. Et ça permet, un, d'avoir des espaces chauffeurs beaucoup plus sécurisés, et deux, ça permet du coup de s'assurer que la personne qui va rentrer dans l'espace chauffeur sur la plateforme pour prendre une course, eh bien, c'est bien le chauffeur référencé et validé par Uber, et c'est bien le chauffeur qui correspond à l'image que le client a sur son application. Donc une expérience client et une sécurisation de l'espace chauffeur grâce au computer vision.
Et puis, un dernier cas qui est peut-être un peu plus d'actualité, c'est la détection d'objets. Donc ici, j'ai pris le parti de prendre le cas d'usage de la détection du port de Charlotte, enfin, d'uniformes d'accessoires médicaux. Alors, c'est le port de Charlotte et le port d'une blouse en laboratoire. Donc, c'est un test qui a été fait avec Sanofi il y a un peu plus d'un an, pour détecter justement par computer vision si les personnes qui étaient dans un laboratoire portaient bien leur Charlotte et leur blouse avant de leur donner accès en fait au laboratoire ou à une certaine partie du laboratoire. Donc tout ça dans le but bien sûr de les protéger. Aujourd'hui c'est un cas effectivement, je dis que c'est un peu plus d'actualité parce qu'on pense à tout ce qui est détection du port de masque, mais c'est vrai aujourd'hui que c'est quelque chose qui est facilement intégrable à une caméra, à un téléphone, pour automatiser ce type on va dire de vérification pour la sécurité des employés, la sécurité des citoyens. Alors, je vais faire un petit zoom sur justement l'idée de détecter des situations qui sont anormales, notamment d'un point de vue détection, uniforme, etc. Notamment en prenant le prisme de la vidéoprotection augmentée. Alors, la vidéoprotection augmentée, c'est la vidéoprotection qui du coup serait infusée d'intelligence artificielle au sens computer vision pour détecter directement dans les flux vidéo et en temps réel des situations anormales. Donc aujourd'hui, c'est un des scénarios qui sont beaucoup investigués par les entreprises, notamment au niveau de tout ce qui est chantier, de tout ce qui est usine, parce qu'il y a toujours des situations qui peuvent être propices à certains dangers, parce qu'on manipule des substances, des outils qui peuvent être dangereux. Et c'est aussi investigué au niveau médical ou au niveau retail. Donc moi, ce que je voulais vous proposer ici, c'est une petite vidéo qu'on va lancer. Donc sur cette vidéo, en fait, ce qu'on peut voir, c'est typiquement la vidéoprotection augmentée au niveau d'un chantier, au niveau d'un hôpital. Moi, je vais plus me focaliser sur le chantier parce que il y a pas mal de cas d'usage qui sont ici décrits. Donc par exemple, on va voir la détection bien évidemment de personnes sur le chantier. On va voir aussi la détection on va dire des matériaux des accessoires et matériaux un peu dangereux qu'il est important de localiser sur le chantier, donc comme par exemple la scie sauteuse, mais on va aussi avoir la détection de situations dangereuses. Typiquement ici, une substance qui se renverse, une substance dangereuse probablement qui se renverse par terre. Donc ça, c'est automatiquement détecté grâce au computer vision directement intégré à la vidéoprotection. Et non seulement c'est directement détecté, mais on peut du coup ensuite rajouter d'autres fonctionnalités grâce à d'autres modèles pour notifier automatiquement les personnes sur site qu'il y a un danger et également notifier les équipes de maintenance pour qu'elles viennent adresser ce problème immédiatement. Donc on gagne en temps de réaction, on gagne en protection des employés sur site, on gagne finalement tout simplement aussi en insight et en maîtrise de notre environnement et de la protection des collaborateurs. Voilà, donc ça c'est un bon exemple. Nous, c'est ce qu'on appelle un peu le workplace safety, donc vraiment la sécurité sur l'environnement de travail. Et c'est quelque chose aujourd'hui, encore une fois, qui est assez investigué par différentes entreprises. Donc pour vous donner un exemple, j'ai pris l'exemple de Shell, qui est un cas concret. Donc Shell, typiquement, c'est une entreprise qui a énormément de points de vente. Quand je dis points de vente, bon, c'est des points, enfin c'est des petits, c'est surtout des stations essence avec des petits magasins d'appoint. En fait, il y en a à peu près 44 000 dans le monde, donc c'est quand même assez significatif. Et aujourd'hui, sur ces points de vente, il y a des risques que Shell aimerait monitorer, notamment celui des personnes qui fument à proximité des pompes à essence. Donc ça, c'est un risque d'incendie assez fort. Donc en fait, ce qu'ils ont utilisé, c'est les systèmes de vidéoprotection qu'ils avaient déjà sur place au niveau des stations essence, et en infusant de l'intelligence artificielle, donc via du computer vision, ils sont aujourd'hui capables de détecter les fumeurs à proximité des pompes à essence. Et donc, quand ces fumeurs sont détectés, il y a une notification sur le même modèle que la vidéo qu'on a vue précédemment. Il y a une notification qui est automatiquement envoyée au manager, au responsable du point de vente, de la station essence, afin qu'il stoppe la pompe en urgence. Donc, ça permet d'éviter les accidents. Ça permet aussi d'utiliser de la donnée, les flux vidéo qui sont là, qui existent, mais qui ne sont pas du tout, leveragés, on va dire, qui ne sont pas du tout utilisés,
bien sûr, ils sont suivis en temps réel, mais quand on a plusieurs écrans avec une personne qui doit les suivre en temps réel, bien évidemment, il peut y avoir des erreurs. Là, on peut avoir une détection en temps réel, donc vraiment, on va dire diminuer le nombre d'accidents. Et puis surtout, on peut aussi faire ça, et ça c'est un des gros intérêts de ce cas d'usage, c'est qu'on peut faire toute cette analyse directement au niveau même de la caméra. Dans le sens où les modèles, une fois entraînés, peuvent être déportés directement sur la caméra, directement sur le device. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle à la périphérie, donc, ou on the edge, et donc une partie de l'analyse n'a pas besoin d'être faite dans le cloud, elle peut être directement faite sur la vidéo, hors connexion. Hors connexion. Et ça, cette problématique de la connectivité, c'est vraiment un point intéressant quand on parle d'intelligence artificielle, la capacité à pouvoir faire tourner des modèles sans avoir cette connectivité, ça peut vraiment ouvrir un champ des possibles. Typiquement, Shell, aujourd'hui, suite à ce cas d'usage, envisage de faire la même chose, donc vraiment faire du monitoring via de la vidéo, mais au niveau de l'équipement sous-marin dont ils disposent, au niveau de leur plateforme offshore. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des petits robots qui vont sous l'eau et qui filment en fait tous les équipements, et puis ensuite ils remontent à la surface, puis il y a des personnes qui regardent du coup ces vidéos après coup pour vérifier qu'il n'y a pas de faille au niveau de l'équipement, qu'il n'y a pas besoin de maintenance. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui pourrait potentiellement être fait en temps réel sans avoir du coup, sans obligatoirement mobiliser une personne qui va se repasser les heures de vidéo. Voilà, donc ça ouvre vraiment un champ des possibles et c'est pour ça aussi que ce cas d'usage est assez intéressant. On va passer maintenant à la partie knowledge mining ou extraction des connaissances. Alors le knowledge mining, c'est quoi? Typiquement, c'est ça. Donc c'est vraiment comment est-ce que je tire de l'information, je tire du savoir, je tire de l'information utile de piles et de gros volumes de documentation. Parce on sait aujourd'hui que les archives et la documentation interne, c'est un des gros pain points de beaucoup d'entreprises. Et donc comprendre ce qui se trouve dans ces documents, extraire la valeur de ces documents, c'est vraiment quelque chose qui intéresserait beaucoup d'entreprises. Alors, quel cas d'usage? Bon, je viens de le dire, hein, vraiment, c'est l'analyse de documents en masse. Donc, ça peut être des documents contractuels. Je suis une entreprise qui a énormément de contrats. J'ai besoin de retrouver une information. Autant dire, voilà, une aiguille dans une botte de foin. Aujourd'hui, le knowledge mining peut m'aider à retrouver beaucoup plus facilement cette information. Pareil pour des documents qui sont plus de type plan d'ingénierie ou d'architecture. Pareil aussi pour tout ce qui est documents un peu plus officiels. Alors, sur la partie knowledge mining, je vais vous donner un cas concret, un cas réel d'utilisation. C'est celui de la Société Générale. Alors, la Société Générale a utilisé le knowledge mining dans une version assez simple pour analyser de gros volumes de documents juridiques parce qu'il y a eu un changement de réglementation bancaire et il devait retrouver certaines informations dans une énorme pile de documents. Donc, ils devaient faire ça assez rapidement, avec une certaine agilité en termes de gestion de la donnée, en termes de capacité de stockage. Donc, c'est pour ça qu'ils ont, ils ont eu recours au cloud et donc à une API pré-entraînée sur la plateforme Azure, qui est l'API d'ossérisation, donc de reconnaissance optique de caractère. C'est pour ça que je dis qu'on est dans un scénario assez simple de knowledge mining, parce qu'on est vraiment dans de la reconnaissance optique de caractère avec de l'extraction, finalement, l'extraction des informations, extraction de texte, des documents juridiques. On n'est pas dans une analyse très poussée comme on le verra juste après. Mais c'est quelque chose qui leur a permis en 2 heures d'analyser, d'extraire l'information de plus de 700 000 pages et donc du coup de gagner beaucoup de temps, de gagner en efficacité tout en adressant de vrais risques opérationnels réglementaires. Et c'est ça qui est intéressant dans cet exemple. Assez simple, mais très efficace. À côté de ça, on va avoir aussi des scénarios qui vont être un peu plus poussés. Et donc, pour vous l'illustrer, je vous propose de faire une rapide démo autour du knowledge mining au service d'une investigation criminelle. Et donc, de prendre l'exemple de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, qui a fait du coup l'objet d'une grosse investigation. Et les 36 000, je pense, documents relatifs à l'investigation de la CIA sur le sujet ont été rendus publics il y a à peu près 2 ans. Et c'est sur cette base de documentation que les chercheurs Microsoft se sont amusés à créer une application de knowledge mining avec un moteur de recherche qui permet du coup d'aller, entre guillemets, taper dans toute cette information de manière assez rapide et donc de mener une investigation. Donc, je vais vous faire la démo assez rapidement, hein, mais sachez que, en tout cas, la démo est publique et que vous pouvez y avoir accès directement et vous amuser avec.
Ok, donc on ouvre cette application. Donc voilà, je suis sur mon application JFK Files. Donc c'est une application de démo qui est du coup accessible à tous. Et donc je suis face à mon moteur de recherche qui va aller s'alimenter sur toute l'analyse knowledge mining qui est faite en dessous. Donc typiquement ici, pour commencer mon investigation, je vais taper le nom on va dire, du premier suspect, Oswald. Et donc je vais chercher, et donc le moteur de recherche va aller chercher toutes les mentions d'Oswald dans toute la documentation la CIA. Et c'est là que ça devient intéressant parce que, alors dit comme ça paraît assez simple, mais quand je regarde effectivement les mentions d'Oswald qui sont remontées, donc toute la documentation pertinente par rapport à la mention d'Oswald, je vois qu'il n'y a pas que des documents effectivement de texte où il y a Oswald, il y a aussi beaucoup de documents écrits à la main, des documents où on le sait qui étaient plutôt papier, donc il y a eu de l'ossérisation là ici, il y a aussi des photos qui sont analysées, donc ici c'est reconnu que c'est Oswald. Typiquement ici, si je clique, je vois qu'il y a une description. Donc grâce au computer vision, on est capable de décrire ce qu'il y a dans cette image. Donc c'est bien Lee Harvey Oswald qui est détecté, qui pose pour la caméra. Donc on a une description de la scène. On a aussi de la capture de tout ce qui est chiffres et même documents, caractères écrits sur la photo. Donc on a vraiment énormément d'insights sur cette image. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va avoir des mentions d'Oswald un peu cachées. Je m'explique. Ici, vous voyez la mention GP-Flore. GP-Flore, ce n'est pas le nom d'Oswald. Bizarre. Pourquoi est-ce que ça remonte? Eh bien, en fait, cette information est corrélée, est liée à Oswald parce que c'était son nom de code au niveau du FBI ou de la CIA, je ne me souviens plus exactement, mais c'était un peu le nom de code du suspect qui était Oswald à l'époque. Et c'est pour ça que ça remonte dans notre investigation, malgré le fait qu'il ne soit pas mentionné Oswald. Donc vous avez toutes les informations ici. Et ce qui est intéressant, donc c'est là on est dans de l'extraction de connaissances. On est aussi dans une première phase on va dire de connexion entre les données, comme on le voit sur la partie GPFLOR. Mais on va aller beaucoup plus loin dans la partie connexion des données. Et c'est là vraiment qu'est l'intérêt du knowledge mining, c'est que tous les points de données vont être connectés entre eux. Et c'est ça ce que nous propose le graphe que vous voyez ici. Donc le graphe nous permet de dresser des connexions, par exemple, entre Oswald et une certaine Duran. Donc j'imagine que c'est Sylvia Duran. Et en fait, voilà, donc il a été établi que sur la base de la documentation, il y avait beaucoup de liens entre Oswald et Sylvia Duran. Donc on peut se poser la question de qui est cette Sylvia Duran. Donc on peut du coup pousser l'investigation une étape plus loin en tapant son nom dans le moteur de recherche. Et du coup, j'ai la même visualisation, donc le graphe de données relatives à Sylvia Duran qui m'apparaît. Donc la visualisation est assez sympa et assez simple à décrypter. Donc on voit que Sylvia Duran est reliée quand même à des choses qui, on va dire, font qu'on se pose quand même des questions, notamment une certaine ambassade. Donc après, je peux du coup aller creuser au niveau des documents, regarder un peu plus ce qui s'y passe. Et bon, alors je ne vais pas vous faire toute l'investigation, hein, mais vous pourrez le faire tout seul. Mais c'est vrai que bon, on passe tous les documents remontés, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de notions d'ambassade en fait, et d'ambassade au Mexique. Donc du coup, si on se dit bon, tiens, ambassade, ça vaut le coup quand même de se poser la question de ce qui s'y passe. Donc on rajoute cet élément dans notre moteur de recherche, donc encore plus de documentation qui remonte. Bon, je vais directement aller au niveau du graphe. Effectivement, il y a une notion d'ambassade cubaine, pardon, d'ambassade à Cuba, d'ambassade soviétique. Alors là, ça devient intéressant. Donc, je peux double-cliquer. Et, petit effet démo, c'est pas grave. Ah, si, c'est bon. Voilà, on va revenir dans notre graphe. Voilà. Donc, si on met Soviet Embassy ici, je reclique. Et effectivement, je vois normalement apparaître certains termes qui font que je sens que je me rapproche un petit peu de certaines notions, peut-être proches de la vérité, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on voit quand même certaines mentions qui relient Sylvia Duran directement au KGB. Et c'est vrai qu'en fait, en regardant les documents, on se rend compte que Sylvia Duran était le contact d'Oswald au niveau de l'ambassade de Cuba au Mexique.
Et du coup, ça pourrait être potentiellement son contact indirect avec le KGB. Voilà, donc après, on pourrait aller un peu plus loin dans l'investigation. Je voulais un petit peu vous partager cette démo qui permet voilà, de mettre en évidence le fait qu'aujourd'hui, on a des possibilités d'extraire de l'information de documents, que ce soit des documents écrits à la machine, des documents écrits à la main, des images, donc grâce notamment à des capacités cognitives, comme on l'a déjà vu tout à l'heure, le computer vision ou encore l'ossérisation. Maintenant, on est capable aussi d'aller un cran plus loin en connectant toutes ces données, en établissant des graphes de connaissances qui permettent vraiment de remettre entre nos mains en fait tout le savoir qui peut être concentré dans de la documentation. Et à l'échelle d'une entreprise, ça a énormément de valeur parce qu'effectivement, on peut se dire que tout le savoir collectif qui était emmagasiné, récolté pendant des années et qui aujourd'hui dort dans des archives peut être libéré et être remis entre les mains des employés via des applications avec des moteurs de recherche et du knowledge mining comme celle que je viens de vous montrer. Voilà, donc nous reprenons notre voyage au niveau des cas d'usage et on finit sur la partie conversationnelle. Donc là, on va aller assez vite parce que je pense que c'est un des cas d'usage que vous connaissez forcément assez bien. Donc aujourd'hui, on voit beaucoup d'utilisation de tout ce qui est chatbot, voicebot dans le support au client, le support à la transaction, le support aussi en interne dans les entreprises, les bots HR, les bots IT aussi pour justement désengorger certaines fonctions support et traiter des requêtes faciles. En termes de cas concrets, il y en a beaucoup aujourd'hui. Je pense que vous-même, vous utilisez pas mal de bots dans votre vie courante. Après, est-ce que tous sont intelligents? Ça, c'est pas sûr, hein. Mais c'est vrai que typiquement aujourd'hui, on va chercher le vrai challenge au niveau des bots, ça va être d'aller chercher de l'intelligence pour aller chercher une certaine profondeur dans l'accompagnement des clients ou des employés, mais aussi aller aussi chercher une certaine rapidité de mise en place. Parce que ce sont des outils assez simples, donc on veut les mettre en place assez rapidement, notamment quand il s'agit de désengorger sur des requêtes assez standards, désengorger des call centers, désengorger des fonctions support. Donc typiquement UPS en ce sens est un très bon exemple. UPS, un grand acteur du transport. UPS en termes de chiffres, c'est plus de 19 millions de paquets livrés par jour et plus de 192 millions de requêtes clients par jour. Ça, c'est assez énorme sur des sujets assez différents. Ça va être le temps de livraison, l'état de la commande, pardon, le changement d'adresse, etc. Donc, ils avaient vraiment besoin d'un bot pour les aider à prendre en charge une partie de ces requêtes. Et ils sont allés relativement vite dans la mise en place d'un prototype en 5 semaines. Et ce prototype, du coup, était prêt à gérer les premières requêtes pour le pic de Noël, et notamment via différents canaux et également par la voix. Donc, c'est quelque chose qui a été mis en place assez rapidement, notamment grâce au service cognitif. Et c'est aujourd'hui un des éléments clés qu'on va rechercher dans les scénarios de bot. Alors là, c'était vraiment un prisme un peu technologique que j'ai pris pour vous brosser un ensemble de cas d'usage. J'aurais pu prendre un prisme sectoriel. Donc là, effectivement, j'ai un peu repris les grands scénarios d'usage qu'on voit sur certains secteurs. Bien sûr, je n'aurai pas le temps de rentrer dans chacun d'entre eux. Donc, vous voyez l'industrie, vous voyez le retail. Le retail est intéressant parce qu'on retrouve la plupart des cas d'usage qu'on a mentionné tout à l'heure. L'optimisation des prix et des stocks, effectivement, au niveau de l'analyse prédictive, l'expérience personnalisée, idem au niveau de l'analyse prédictive, mais on va avoir aussi la découverte et la sélection des produits. Là, on pense effectivement à tout ce qui est référencement linéaire en magasin. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus déceptif que d'arriver devant un linéaire, de chercher votre produit pendant 5 minutes pour après vous rendre compte qu'en fait, l'étiquette est là, mais il n'y a plus le produit ou alors il est mal positionné. Et aujourd'hui, on peut, grâce au computer vision, via des vidéos, la vidéoprotection ou via des petits robots qui passent dans les rayons et qui filment les linéaires, détecter s'il y a des produits qui sont mal rangés ou qui manquent tout simplement, parce que bon, les produits qui manquent, c'est des ventes qui sont manquées également. Et puis le dernier scénario qui va être un parcours d'achat omnicanal. Là, on rejoint un peu la partie conversationnelle, l'idée d'avoir un touchpoint, un point de contact pour les clients unique, quelle que soit leur demande, et les agents, les assistants aujourd'hui conversationnels peuvent répondre à cette demande. Voilà, donc on a quand même brossé une grande partie des types de scénarios d'usage qu'on a vus en amont, et là vraiment spécifique au secteur du retail, pareil pour la finance. On va retrouver aussi parfois des scénarios qui vont toucher différents secteurs et l'éducation.
Voilà, donc bon, je voulais juste vous les parcourir rapidement pour vous donner, quelques premières briques de réflexion, sur la partie secteur et puis finalement, je voulais finir avec un dernier type de cas d'usage qui est, l'IA pour un impact sociétal positif. Donc ça, on sort un peu de, on va dire, d'environnement business et je voulais juste revenir sur, l'utilisation aujourd'hui de l'IA sur pour aider des associations et des organisations à but non lucratif à bon port leur projet, à accélérer leur projet sociétal. Donc, Microsoft accompagne différentes associations sur l'ensemble de ces thématiques. Et je voulais juste vous donner un exemple, et on finira là-dessus, d'un projet qui a été mené sur la partie accessibilité, qui est en fait un projet d'application qui, grâce à l'IA, permet aux personnes malvoyantes et non-voyantes de mieux appréhender leur environnement, de mieux appréhender les différents obstacles de l'environnement de tous les jours, qu'on peut parfois oublier quand on n'a pas du coup ce handicap. Et donc, grâce au computer vision, grâce à l'ossérisation, grâce à aussi un assistant vocal, on peut avoir une application qui décrypte pour les personnes malvoyantes et non-voyantes les devantures de magasins, qui décrypte un menu dans un restaurant, qui leur permet de vérifier si on leur a rendu la bonne monnaie, etc., etc. Voilà, c'est un projet qui a été mené par Microsoft au niveau Angleterre, par un ingénieur lui-même malvoyant, et qui aujourd'hui est une application gratuitement téléchargeable dans iOS que vous pouvez tester directement suite à ce webinaire. Donc je vous laisse avec cette vidéo qui raconte le témoignage d'une personne non-voyante sur son utilisation de l'application Seeing AI. My take on life is that life is definitely there for the taking. What you put in is what you'll get out. Two things important to me in life are family and music. They both play a huge part in my life. Technology allows me to be my own one-man band. I try to be as independent as I can, and the way that I do that mostly is with low-tech, which is a white cane, and high-tech, which is a phone. Seeing AI. Seeing AI is one of the biggest deals in technology, I think, at the moment for visually impaired users. It's an app that you can read almost anything, anywhere with it. Kilburn High Road. Fashion, workspace, mayonnaise. It has a multitude of functions, and they all work together to produce something that you can use whenever you need it. It might even be considered to be a Swiss Army knife of apps. Of all the parts of Seeing AI, I really do think short text is the biggest of the game changers. Northwest 6. Because I've never seen anything like that in any other app before. And I like being in the back of cabs or in buses and pointing it out the window and seeing what I pass on the way to places. Mobile phone NC 4000 services. One of the greatest things about short text for me is that if there's no one else in the house, I can sort the post into who's who. Mrs. K. Louis. Mrs. Kirsten Louis. So I don't open my wife's post and she doesn't get cross with me. Package. Yo, voilà, Andre. My man Alex. Good. One fella. Blessed. £20. That's really cool. Currency is a very useful channel because sometimes it's very difficult to know what notes actually are. So with currency, I can detect that straight away. £5. Job done. 2025. Well done. Scene preview. Scene is actually really cool. It's quite descriptive, really. Processing. A store filled with lots of different types of fruit. I think that's pretty amazing. Twitterific. In my view, one of the best parts of Seeing AI is the ability to read pictures from social media. Because so many times someone will send me a picture of something that I cannot understand. So I will share that picture to Seeing AI. Scene. Probably a group of people sitting on a bench in a park. And then I'll get a description of what it is. Person. 8-year-old boy with black hair looking happy. 7-year-old girl with brown hair looking disgusted. And it's changed how I can view social media. It feels like I can participate Like, reply. far more than I could before. Thank you for sharing. Handwriting preview. With Handwriting Channel, I was actually able to read a card from a family member last year. That's the first time I'd actually been able to do that without help. Dear Dad. That was Alice very worked. good. We can tell if Jake's been writing well if the handwriting tab can recognize it. That's good proof, really. We love you, Daddy. XXXXXX. We've got lots of X's. The effect of having Seeing AI to hand all the time is
like having somebody who can see in your pocket. 34-year-old man with a beard wearing a hat looking happy. Why not? There is so much more that I can do now that I couldn't before. You've grown up. I used to be nice. I think seeing AI really is a huge technological step down the road, and I hope that we can continue down a road like this for many years to come. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cet épisode numéro 2 de la semaine AI Business School autour du sujet IA et scénario d'usage. Je vous informe que les autres piliers seront traités les autres jours de la semaine. Donc, vous avez rendez-vous dès demain 11h pour un 3e épisode avec les enjeux éthiques de l'IA. Et bien évidemment, tous les épisodes seront également disponibles en replay. On communiquera là-dessus à la fin de la semaine. N'oubliez pas aussi que pour approfondir le sujet, alors soit celui qu'on a traité aujourd'hui ou même les autres piliers de la AI Business School, comprendre l'IA comme celui d'hier ou les enjeux éthiques ou les autres de la semaine, je vous invite à visiter le MOOC AI Business School dès maintenant. Merci à tous et puis on va prendre les questions.